Veuillez vous lever, la commission reprend. Bonjour à tous. Vous pouvez vous asseoir. Alors, identification des parties. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Alexandre Thériault-Marois pour la Commission. Prise dans la loi avocat pour la Société d'assurance auto. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Audrey Gagnon de chez Languedoc Avocat pour la Société également. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Edith Geneviève Giasson pour la Société également. Merci. Parfait. Bonjour, Philippe Clément pour le procureur général du Québec. Parfait. Bonjour, Monsieur le Commissaire. Emma Ramos-Pac pour l'Autorité. Bonjour. Simon Liberté pour la commission. La liberté. Parfait. Donc, on va, compte tenu que c'est une belle journée, Mme le greffière, on va assermenter de nouveau les témoins. Vous affirmez solennellement que tout ce que vous allez dire sera la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Votre nom et occupation. Mario Vézina, chef de service à l'Autorité des marchés publics du Québec. Merci. Vous affirmez solennellement que tout ce que vous allez dire sera la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Votre nom. Raphaël Chouinard, enquêteur à l'Autorité des marchés publics. Et vous affirmez solennellement que tout ce que vous allez dire sera la vérité. Dites « je l'affirme ». Je l'affirme. Votre nom. Caroline Mortier, enquêteuse experte à l'Autorité des marchés publics. Merci. Vos témoins. Alors, bonjour. Alors, c'est vos témoins. Merci, Monsieur le Commissaire. Bonjour, Madame Lortie. Bonjour. Alors, on reprend votre témoignage. Hier, essentiellement, vous nous avez présenté l'Autorité des marchés publics. Vous nous avez également fait un aperçu là, du Carrefour Casa et on a établi ensemble les principaux jalons contractuels du contrat cadre. En fait, on va continuer dans ce processus. On s'est laissé au moment de la signature d'une transaction le 30 septembre 2020. Alors, pour rappel, au moment où il y a la signature de cette transaction, on situe là on est combien de temps après la signature du contrat cadre avec l'Alliance? En fait, le contrat cadre a été, comme je l'ai mentionné hier, Monsieur le Commissaire, a été conclu le 14 juin 2017. Donc, on est rendu maintenant au 30 septembre 2020 dans la chronologie des processus contractuels. Et le 30 septembre 2020, il y a eu une signature qu'on appelle une transaction qui a été effectuée en vertu de l'article 2631 du Code civil parce qu'il y avait litige. Donc, pour régler ce litige-là, il y a eu ce qu'on appelle une transaction, donc une entente entre les deux parties à cette date-là. Madame Lortie, je vais vous amener dans la décision 2025, dans l'ordonnance plutôt 2025-01 de l'AMP qu'on a déposée hier sous la cote 2P4. Je vous lis un paragraphe, le deuxième paragraphe de la page 3. On mentionne que l'AMP constate que cette replanification a modifié de façon substantielle les conditions et les modalités de la livraison 2. Elle a aussi occasionné une réorganisation des travaux qui a eu des impacts considérables sur le calendrier de réalisation et entraîné des coûts supplémentaires. Quel est le lien là, que vous faites entre ce paragraphe de la décision et la transaction dont vous venez de nous faire mention? OK. Il faut être prudent, en fait, parce que l'Autorité des marchés publics est présentement sous examen. Donc, je ne peux pas vous donner à ce moment-ci toutes les informations que vous aimeriez obtenir. Ce que je peux vous mentionner, par contre, c'est que dans cette transaction-là, il y a eu conclusion d'une entente entre les deux parties. Ils ont réglé le litige. Et je ne peux pas, au moment où est-ce qu'on se parle, faire un lien direct ou un constat parce que, comme je viens de le mentionner, l'AMP est sous examen. Donc, c'est pas possible pour moi de vous faire ce lien-là. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que dans l'ordonnance, on parle, entre autres, du contre-cadre. Ce que l'Autorité des marchés publics, par ses pouvoirs, a pu faire, c'est-à-dire d'ordonner la suspension du contre-cadre et aussi de d'autres contrats qui sont liés à CASA. Donc, entre autres, 2 contrats. Et c'était pour des services spécialisés divers pour l'évolution de la solution. Mais au moment où on se parle, puisqu'on est en examen, c'est pas possible pour moi de faire un lien directement avec la transaction. À tout le moins, est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que c'est concomitant, cette replanification dont il est question dans la décision, la transaction, c'est arrivé en 2020? Je peux pas faire ce lien-là, Non plus. Monsieur le Commissaire, pas à ce moment-ci de l'examen.
Aucun souci, Mme Lortie. Donc, on va continuer maintenant avec ce qui est survenu le 15 novembre 2022 dans votre chronologie. Oui, le 15 novembre 2022, en fait, c'est la première dépense supplémentaire que la SAC a fait au coût de 45,7 millions de dollars. Et cette dépense supplémentaire-là n'a pas été publiée au système électronique d'appel d'offres, ce qu'on appelle dans notre jargon le SEAO, M. le commissaire, puisqu'elle représentait 9,97 du montant initial du contrat. Et M. le commissaire, si vous me permettez, je vais faire un lien, en fait, avec ce que la réglementation exige dans ce genre de situation. Selon la réglementation sur les contrats des organismes publics en matière de technologie de l'information, plus précisément l'article 70 de ce règlement-là, en fait, un organisme public doit publier toute modification qui occasionne une dépense supplémentaire. En contrat, il est possible d'avoir des modifications qui n'entraînent pas de dépenses supplémentaires. Par contre, ce que les législateurs ont prévu, c'est que quand cette situation arrive là, que la modification a entraîné une dépense supplémentaire, bien, il faut que ça soit de plus de 10 %. Donc, à 10 % et moins, on n'a pas l'obligation de publier, mais à plus de 10 % du montant initial du contrat, un organisme public doit le déclarer au système électronique d'appel d'offres, le SEAO. Pour imager là, Oui. au niveau public, là, parce que vous l'avez dit hier, c'est-à-dire que le SAO, c'est le système, là, peut-être redire la chronique là, électronique d'appel d'offres, là, Oui. puis il y a une obligation par la loi pour les organismes, les ministères, les municipalités, de publier sur ce système-là. Peut-être juste nous dire, quand on a déjà un contrat, puis quand la loi nous oblige, là, quand on veut avoir une dépense supplémentaire, de le publier, qu'est-ce qui doit être publié? Oui. En fait, je vais vous expliquer. La dépense supplémentaire, quand elle arrive, en fait, c'est le montant que nous devons publier au SEAO. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ça vient avec le motif. Donc, au SEAO, on doit inscrire le motif. En fait, dans le motif, c'est laissé à la liberté de l'organisme public de venir mettre les informations qu'il désire publier. Fait que c'est les deux éléments sur lesquels repose l'obligation réglementaire de venir déclarer au système électronique d'appel d'offres une Par dépense exemple, supplémentaire. des éléments n'avaient pas été prévus ou il y a Oui. quelque chose qui arrive qui fait en sorte que les coûts doivent augmenter, à savoir ce qui avait été dit préalablement. Effectivement. Quand je dis que les organismes publics ont la liberté de venir mettre les motifs, bien c'est sûr qu'il faut quand même, on s'entend, Monsieur le commissaire, que les motifs soient quand même clairs quand on va les lire au SEAO. Mais l'organisme public a toute la latitude pour venir mettre. En fait, ce qu'il doit publier, c'est la raison vulgarisée, là, parce qu'il y a quand même une certaine limite dans le nombre de caractères, mais pour que tout le monde comprenne bien au niveau public pourquoi cette dépense supplémentaire-là, elle a été engagée. Fait que ça, c'est vraiment les deux éléments qui sont demandés. Parfait. Ça répond à votre question, M. Oui, le tout commissaire? à fait. Puis c'est dans un souci là, de transparence. Là. Par la suite, par contre, un organisme public, lorsqu'il a publié sa première dépense supplémentaire parce qu'elle a dépassé le 10 % du montant initial du contrat, doit par la suite publier, la première des choses, c'est la dépense précédente, s'il y en a eu, que ce soit une, deux ou trois, donc celles qui ont précédé le 10 % et moins. Et par la suite, un organisme public dont c'est le cas ici parce qu'on parle de la Société de l'assurance automobile, doit publier toute dépense supplémentaire, et ce, peu importe le montant. Mais là, si on revient donc à la première dépense supplémentaire qui est en date du 15 novembre 2022, Oui. vous nous dites que ça représentait, en fait, cette dépense de 45,7 millions de dollars représentait 9,97 % du contrat cadre. Tout à fait. Donc, Oui. si je vous suis bien, Mme Lortie, on était à 0,03 % de devoir publier au SEAO. En fait, la précision que j'aimerais apporter, c'est pas 0,03 % parce que là, on aurait atteint le 10 %, mais il faut atteindre plus de 10 %. Donc, à 10 % même, on n'a pas l'obligation de le déclarer au SEAO. Il faut vraiment atteindre le plus de 10 % Donc, 10,1 et plus, là, on se comprend bien. Donc, Et 0,04 ou 0,031. Oui, tout à fait, M. le D'accord. commissaire, c'est exact. Et par contre, important que je vous le mentionne, ça, c'est ce que la réglementation au niveau de la loi sur les contrats des organismes publics exige d'un organisme public. Cependant, un organisme public peut adopter des règles internes
qui sont habituellement beaucoup plus contraignantes, pardon, c'est le terme que je cherchais, qui sont beaucoup plus restrictives et beaucoup plus contraignantes. Donc, dans ce cas-ci, la Société de l'assurance automobile peut avoir, dans ses règles internes, une obligation de déclarer à partir de X % au SEAO, qui n'est pas nécessairement le même pourcentage qui pourrait, à ce moment-là, être prévu dans la réglementation. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il appartient toujours, c'est-à-dire c'est un minimum la loi, oui. Et l'organisme peut se doter des règles. Par exemple, un seuil minimal, un seuil maximal qu'on doit aller en appel d'offres. Je suis un organisme public, je pourrais décider, par exemple, pour aller faire un appel d'offres pour des montants beaucoup inférieurs au seuil, là. C'est ce que vous nous dites à peu près. Tout à fait. Alors, les organismes sont toujours libres de faire un cadre plus restreint. Voilà, oui. Parfait. Par l'adoption de ces règlements internes-là, bien sûr. Parfait. Et dernière précision que je veux apporter, c'est important de comprendre que l'article 17 de la loi sur les contrats des organismes publics permet à un organisme public, dans son coffre à outils, de faire des dépenses supplémentaires. Par contre, c'est quand même très bien encadré. C'est-à-dire qu'un organisme public doit s'assurer que sa dépense supplémentaire, en fait, modifie le contrat de façon accessoire, que ça ne touche pas un élément essentiel et que ça ne dénature pas le contrat. Par nature de contrat, on n'entend pas approvisionnement, service, construction. On va parler, par exemple, que si on a conclu le contrat avec un forfait, à titre forfaitaire, bien, on ne peut pas passer en dépenses supplémentaires, en modification à contrat, à taux horaire ou à contrat mixte. C'est dans ce sens-là. Donc, l'organisme public, et ça rejoint un peu ce que vous me demandiez comme question, M. le commissaire, quand vous me dites qu'ils sont obligés de publier au SAO dans les motifs, bien, on doit comprendre dans les motifs publiés au SAO en quoi que ça ne dénature pas le contrat et que ça touche un élément accessoire et non pas essentiel, comme exigé par l'article 17 de la loi sur les contrats des organismes publics. Très bien. Donc, après cette première dépense supplémentaire, le 15 novembre 2022, qu'est-ce qui advient par la suite? Là, on est au 20 février 2023. Oui. Le 20 février 2023, c'est le lancement de la plateforme transactionnelle SACLIC. Donc, on comprend que le contrat CAD pour le Carrefour des services d'affaires CASA a été lancé, a été conclu, signé. Et le 20 février 2023, c'est le lancement, en fait, de la plateforme transactionnelle SACLIC. Très bien. Et par la suite, donc? Le 11 août 2023 arrive la deuxième dépense supplémentaire et je vais prendre la peine, M. le commissaire, si vous me permettez, de l'expliquer correctement. Ce que vous voyez au SEAO, en fait, puisque dans la première dépense, la Société de l'assurance automobile n'avait pas l'obligation législative de déclarer sa dépense supplémentaire. Lorsque la deuxième dépense supplémentaire en août 2023 arrive, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça représentait plus de 10 % du montant initial. Donc, dans ces cas-là, et comme je vous l'ai mentionné, la Société de l'assurance automobile est allée publier au SEAO la dépense supplémentaire numéro 2. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de les séparer, donc de publier la première et la deuxième, c'est pour ça que vous voyez 114,6 millions, c'est en fait le 68,9 millions de la deuxième dépense additionné de la première à 45,7, ce qui donne le 114,6 millions. Fait qu'à ce moment-là, au SEAO, si les gens vont voir, c'est public, ils vont voir la première et la deuxième dépense supplémentaire regroupées et publiées ensemble. Ce qui est parfaitement Tout à permis fait. de faire. Tout à fait. Selon la réglementation, il n'y a aucun problème avec ça. Il y a une bonne pratique qui demande à un organisme public souvent de les séparer, c'est-à-dire qu'il peut prendre toute la latitude qui, pour des raisons qui leur appartiennent, de dire « je le fais dans deux dépenses différentes ». À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Puis dans ce cas-ci, ils ont pris la décision de les regrouper ensemble. Fait qu'il n'y a vraiment pas de problème avec ça. La réglementation le permet. Donc, si on récapitule les chiffres, Mme Lortie, on a une première dépense supplémentaire de 45,7 millions le 15 novembre 2022. Le 11 août 2023, vous nous expliquez qu'une deuxième dépense supplémentaire qui est de 68,9 millions. Mais à ce moment-là, on a dépassé le 10 %, de sorte qu'on va publier au SEAO une dépense additionnelle de 114,6 millions. Oui. En fait, c'est qu'ils ils vont publier au SAO une dépense additionnelle. Je tiens juste à préciser que dans ce cas-ci, puisqu'il n'y a pas eu la première, oui, c'est la deuxième dépense qui survient dans l'exécution du contrat, mais c'est la première fois qu'ils vont aller faire ce geste-là au SAO de le déclarer. Parfait. C'est exact. Et ensuite, donc, ça nous amène à la troisième dépense supplémentaire.
Oui, le 28 juin 2024, comme je vous l'ai mentionné, puisque le 10 était atteint lors de la publication de la deuxième dépense supplémentaire, ou lorsque la deuxième dépense supplémentaire est arrivée, à ce moment-là, toutes les dépenses supplémentaires, et ça, peu importe le pourcentage. Le pourcentage, à partir du moment où un organisme public dépasse le 10 ça n'a plus d'importance, le pourcentage après. On a 1 $ de dépenses supplémentaires, 25 ou 2 millions. On publie, Monsieur le commissaire. Ça, c'est sûr qu'il faut être clair pour les gens qui nous écoutent. Donc, le 28 juin, la troisième dépense supplémentaire survient et c'est celle qui représente 39,1 millions de dollars qui a été publiée avec ses motifs au SEAO, ce qui nous donne un total des trois dépenses de 153,7 millions qui s'ajoutent aux 458,4 millions du contre-cadre. Donc, ce qui représente présentement, au moment où ce que je vous parle, de 612,1 millions de dollars. Ça, c'est la valeur du contrat, incluant les dépenses supplémentaires à ce jour. 612? 612,1 millions. Maintenant, Mme Lortie, à ce stade-ci, c'est important, et ça devient un peu complexe, mais on est donc au 28 juin 2024. Maintenant, dans la décision de l'AMP 2025-01, on fait également mention de deux autres contrats qui ne sont pas le contrat cadre, mais bien deux autres contrats séparés qui ont été publiés au SEAO le 28 juin 2024, donc 7 jours avant la troisième dépense supplémentaire. Est-ce que vous pouvez, en vous collant là, sur les termes de la décision qui a été rendue le 10 avril dernier par l'AMP, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne là, de ces deux contrats additionnels? Je peux vous expliquer, Monsieur le commissaire, de quoi il retourne dans ces deux contrats-là. Par contre, au moment où ce que je vous parle, comme je vous l'ai mentionné, puisqu'on est en examen, je ne peux pas encore vous faire de corrélation entre les deux ou s'il y a eu. Non, mais c'était pas la question, là. Donc, à ce moment-là, effectivement, lors de notre ordonnance, on a suspendu le contrat cadre et on a suspendu d'autres contrats qui sont liés à CASA, dont ces deux contrats-là, et je vous explique. Il y a un premier contrat, en fait, qui est un contrat à exécution sur demande. Je vais y revenir, en fait, pour vous expliquer c'est quoi. C'était pour des services spécialisés divers pour l'évolution de la solution. Contrat d'une valeur de 75 millions de dollars. Pourquoi à exécution sur demande? Tout simplement, si vous me permettez, Monsieur le commissaire, je rouvre la parenthèse pour l'expliquer. Contrat à exécution sur demande, au lieu d'être un contrat ferme, c'est un contrat qui se conclut de la même façon que tous les autres contrats en processus contractuel, il n'est pas différent. Par contre, quand on conclut un contrat ferme, on sait c'est quoi notre besoin. On sait ce qu'on va avoir besoin, on est capable de l'estimer, le quantifier. Contrat à exécution sur demande, c'est lorsque le nombre, le rythme ou la fréquence sont incertains. Donc, on sait qu'on va avoir besoin des services, mais on ne sait pas exactement quand on va en avoir de besoin, combien de fois. Fait que c'est ce véhicule contractuel-là qui est le contrat exécution sur demande qui nous permet, dans ce genre de situation-là, à ce moment-là, de venir conclure le contrat, mais en disant, je ne suis pas sûre encore du nombre de fois, mais si, par exemple, j'ai conclu un contrat de 75 millions, je sais qu'à la toute fin du contrat, je vais en avoir pris pour 75 millions de services. C'est juste cette nuance-là est importante. Vous avez une question? Oui, en fait, on a donc un contrat à exécution sur demande de 75 millions de dollars publié au SEAO le 21 juin 2024. Oui. Ce contrat, cet appel d'offres a été remporté par quel soumissionnaire? Est-ce que c'est de l'information publique, ça? Oui, c'est de l'information publique puisque c'est publié au système électronique d'appel d'offres. Ce contrat exécution sur demande-là peut se conclure à un adjudicataire ou à plusieurs adjudicateurs. La réglementation le permet. Dans ce cas-ci, il a été conclu à plusieurs adjudicateurs. Donc, ça demeure un contrat, mais conclu à plusieurs adjudicateurs qui sont les firmes LGS, CGI et Lévio. La première firme que vous avez nommée, LGS, pour rappel, c'est bien la firme, l'intégrateur qui avait été choisi dans le cadre du contrat cadre dans l'Alliance. Tout à fait, c'est exact. Bien. Un deuxième contrat maintenant, toujours publié sur SEAO le 21 juin 2024. Tout à fait. Le deuxième contrat, en fait, qui est un contrat ferme, il n'est pas à exécution sur demande. Ce contrat-là comportait, en fait, deux lots. Donc, il y avait un premier lot qui a été remporté par la firme LGS et le deuxième lot aussi qui a été remporté par la même firme, d'une valeur totale de 110 millions de dollars, qui était pour des services spécialisés divers pour l'exploitation et l'évolution de la solution CASA. Donc, si on récapitule, ça fait beaucoup de chiffres, mais
Vous nous avez fait état ce matin de 3 dépenses supplémentaires au contre-cadre. Et on a également, puis là, je comprends que vous ne voulez pas à ce stade-ci tirer trop d'inférences, mais on a également 2 autres contrats publiés sur SEAO, cette fois-ci le 21 juin 2024. Un pour 110 millions, séparés en 2 lots qui ont été octroyés à LGS, toujours le même intégrateur. Tout à fait, oui. Et ensuite, un contrat à exécution sur demande. Vous nous avez expliqué là, ce que c'était, pour 75 millions de dollars cette fois-ci, octroyé à 3 firmes. Également des intégrateurs? En fait, je ne peux pas vous confirmer à ce moment-ci s'il agissent à titre d'intégrateur. Ce qu'il faut comprendre, comme je l'ai mentionné, M. le commissaire, c'est que c'est du service spécialisé divers pour l'évolution de la solution. Donc, est-ce qu'ils agissent à titre exact d'intégrateur ou est-ce qu'ils agissent à titre de « je peux vous fournir des services professionnels pour l'évolution de la solution ». Mais tout est dans le cadre de CASA. Tout est lié à CASA, c'est Et à exact. ce moment-là, si je fais un calcul très vite, je suis rendu à 800 millions. Oui, parce que, comme je l'ai mentionné hier, M. le commissaire, c'est que le contre-cadre, c'est une chose qui a été conclue pour obtenir le PGI, les services professionnels, les licences, mais il existe une multitude d'autres contrats qui ont été conclus dans le cadre de CASA, qui sont liés à CASA, mais qui ne sont pas dans le contre-cadre. Comme je vous expliquais hier avec les ressources internes de la société qui sont appuyées par contrat par des ressources externes qu'on va engager pour les aider. Hier, je vous donnais cet exemple-là. Je vous parlais, entre autres, aussi des conseillers stratégiques, qui était un autre de mes exemples. Bien, ces 2 contrats-là, entre autres, c'est des contrats qui sont liés à CASA. Et ils font partie vraiment du paquet d'autres contrats liés autour du contrat-cadre, mais toujours en lien avec le programme CASA. On va couvrir, Mme Lortie, les ordonnances avec M. Vézina dans quelques instants, mais avant qu'on termine là, sur la chronologie, est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter? Non. Très bien. Alors maintenant, on va passer, si vous voulez bien, au volet conformité, de présenter le volet conformité et intégrité de l'AMP. Donc, quels sont les rôles, les pouvoirs de l'AMP en résumé, là, sur le volet d'abord conformité en ce qui vous concerne. Parfait. En fait, à l'AMP, il existe 2 volets distincts, soit la conformité et l'intégrité. Les 2 volets, en fait, sont dans des directions différentes, mais qui travaillent bien sûr en complémentarité. On travaille vraiment en collaboration. Donc, la conformité, pour les gens qui nous écoutent, M. le commissaire, je vais l'expliquer, en fait, ça concerne vraiment le respect des règles par les organismes publics, les organismes municipaux, aux lois, règlements, politiques, directives auxquels ils sont assujettis. Dans ce cas-ci, puisqu'on parle de la Société de l'assurance automobile, on parle de la loi sur les contrats des organismes publics. Tandis que l'intégrité des entreprises vise vraiment cette probité-là des entreprises que mon collègue Raphaël va vous présenter dans quelques instants. Dans les fonctions, hier, je vous ai présenté la mission, M. le commissaire, de l'Autorité des marchés publics. Ce matin, je vais venir vous préciser les fonctions et les pouvoirs. En fait, l'Autorité des marchés publics, ses fonctions, pouvoirs, missions sont prévues dans sa loi sur l'Autorité des marchés publics. Et, en fait, on peut examiner un processus d'adjudication, d'attribution, l'exécution d'un contrat en cours à la suite d'une plainte, d'une communication de renseignement, ou on peut aussi, comme c'est le cas pour l'examen qu'on fait sur le programme CASA, à la demande de la présidente du Conseil du Trésor et ministre responsable de l'administration gouvernementale. Et ça pourrait aussi à une demande du ministre responsable des Affaires municipales. Mais à ça s'ajoute aussi que l'AMP peut, de sa propre initiative, lorsque l'organisme public n'apparaît pas agir en conformité avec la loi, en fait, il peut examiner les contrats, quels qu'ils soient. Donc, dans ce cas-ci, la ministre de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor, Mme Lebel, a demandé à notre président-directeur général d'examiner le programme CASA. Mais on peut, nous, si en cours d'examen, on a récolté d'autres informations, venir faire l'examen de tous les contrats autres qui sont reliés au programme CASA aussi. Donc, on n'est pas obligé d'examiner seulement le contrat-cadre. On peut vraiment examiner tout ce qui touche vraiment au programme CASA. Ça, c'est prévu dans l'article 53, entre autres, et comme je vous l'avais mentionné hier. Et bien sûr, ça fait partie des fonctions qu'on a à l'Autorité des marchés publics. On a d'autres fonctions aussi, en fait. On a le développement qu'on peut faire avec des collaborateurs, c'est-à-dire divers partenaires qui agissent en
complémentarité avec l'Autorité des marchés publics, comme la Commission de la construction, Revenu Québec, le registraire des entreprises. Et lorsque quelqu'un du public va nous transmettre une information, donc une communication de renseignement, si on s'aperçoit qu'il y a des informations qui ne sont pas dans la mission même de surveillance de l'Autorité des marchés publics, à ce moment-là, l'avantage qu'on a d'avoir développé de ces collaborations-là, c'est que ça ne va pas tomber mort. On va transmettre ces informations-là à nos collaborateurs qui, eux, selon leur propre mandat, leur propre mission, peuvent en fait récupérer ces informations-là pour pouvoir faire des examens, des enquêtes selon leur pouvoir, leur fonction. On a aussi la fonction de recevoir, de colliger, d'analyser des dénonciations qui proviennent de partout. Je parlais de plaintes, de communication, de renseignement, mais aussi on transmet des informations à nos partenaires, mais on peut en recevoir de nos partenaires aussi. Et toute autre dénonciation qui pourrait arriver, à ce moment-là, l'Autorité des marchés publics va les analyser. Et si l'organisme public n'apparaît pas agir en respect de la législation qui lui est applicable, à ce moment-là, va rouvrir un examen puis va débuter son examen. Dans les pouvoirs que détient l'Autorité des marchés publics, en fait, on a le pouvoir de demander à un organisme public municipal de lui transmettre tous les documents, tous les renseignements, toutes les informations qu'on a besoin. C'est la même chose avec les soumissionnaires, les contractants et sous-contractants. Raphaël va vous en parler dans un instant. Et on peut pénétrer dans un établissement pour obtenir, aller chercher, récupérer des documents ou de l'information. Et ce pouvoir-là, c'est un pouvoir de contrainte. Donc, lorsqu'un organisme public refuse de collaborer ou un contractant, bien, il peut faire face à des conséquences pénales. On a aussi dans nos pouvoirs, bien sûr, d'utiliser tout ordinateur ou tout matériel. Je vous disais tantôt qu'on pouvait aller chercher toute information. Bien, on peut aller, en fait, avec les ordinateurs, le matériel. On peut aller chercher dans les systèmes informatiques pour pouvoir vérifier, examiner. Là, on a vraiment tous les pouvoirs en fait, à l'Autorité des marchés publics pour avoir aucune limite par rapport à ça. Et on peut exiger, bien sûr, des personnes qui sont présentes tout renseignement pertinent. On peut aller chercher les livres, les registres, les comptes, les contrats, etc. Et au besoin, l'Autorité des marchés publics peut aussi avoir recours à l'émission de citations à comparaître, ce qu'on appelle un subpénat, en vertu de nos pouvoirs qui sont conférés par la loi sur les commissions d'enquête. Et ultimement, en fait, dans nos pouvoirs, on peut émettre divers types d'ordonnances à l'égard d'un organisme public. Des ordonnances, je vous donne des exemples, Monsieur le commissaire, pour être sûr qu'on se comprend bien. En fait, on peut, à l'Autorité des marchés publics, demander que l'organisme modifie des documents d'appel d'offres à notre satisfaction. On peut dire de ne pas donner suite à l'intention de conclure un contrat de gré à gré. Un autre exemple, on peut en fait exiger à l'organisme public de recourir à un vérificateur de processus indépendant. Et on peut bien sûr leur demander d'apporter des mesures correctrices, comme vous le verrez un petit peu plus loin avec l'ordonnance de suspension que mon collègue Mario va vous présenter sous peu. Ensuite, on peut formuler divers types de recommandations et l'ordonnance et les recommandations, comme je vous l'ai mentionné hier, je le répète, sont d'ordre public, donc on doit venir les publier sur le site Internet de l'Autorité des marchés publics, laquelle toute la population a accès. Et ça, nos recommandations, en fait, vont être formulées à l'égard d'un organisme public ou municipal. On peut suspendre l'exécution d'un contrat en cours ou résilier un tel contrat. Et bien sûr, on peut formuler des recommandations à la présidente du Conseil du Trésor ou au ministre responsable des Affaires municipales, ou on peut leur donner notre avis sur toute question que ceux-ci nous soumettent dans la matière relevant des compétences de l'Autorité des marchés publics. Maintenant, vous vouliez nous montrer, en terminant, disons, les manquements possibles en matière de conformité. On a un tableau à l'écran. Évidemment, on n'ira pas dans le détail de chacune des lignes, là, mais de façon générale, qu'est-ce que votre examen en matière de conformité peut toucher? Oui, en fait,
Monsieur le commissaire. J'aime bien les images parce que je trouve quand même que ça permet aux gens de bien comprendre. Je parle depuis hier, en fait, des processus de gestion contractuelle, la mission de l'AMP, en fait, la chronologie. Mais pour que les gens comprennent bien, en fait, ce que je vous expose à l'écran, ce sont tous les éléments d'un processus contractuel, de la définition des besoins jusqu'à la reddition de compte, qui passe par les étapes 1 à 4, en fait. Fait que les gens peuvent constater à l'écran. À l'Autorité des marchés publics, lorsqu'on débute un examen, OK, on va en fait regarder, analyser tout le processus de gestion contractuelle qui a été fait. Bien sûr, si on a une plainte ou une communication de renseignement qui porte sur un élément précis, on va s'y attarder. Mais c'est dans notre pouvoir, en fait, de pouvoir tout simplement dire j'analyse tout le processus de gestion contractuelle. Et à ce moment-là, s'il y a des éléments dans le tableau qui sont présentés, qu'un organisme public n'apparaît pas agir en conformité avec ça. Donc, hier, je vous parlais entre autres de la définition du besoin, mais ça peut vraiment toucher la publication dans le système électronique d'appel d'offres. Donc, si dans ces éléments-là, l'Autorité, dans son analyse, s'aperçoit qu'il y a un manquement potentiel, c'est-à-dire que l'organisme public n'apparaît pas agir selon le cadre législatif à laquelle il est soumis, bien, à ce moment-là, on va tout simplement le considérer dans notre examen. De plus, j'aimerais dire aussi, Monsieur le commissaire, que tous les acteurs qui sont impliqués dans un processus de gestion contractuelle peuvent faire l'objet de sanctions, tant en matière de conformité qu'en matière d'intégrité. Parfois, c'est l'un, parfois, c'est l'autre, et ça peut arriver aussi que ce soit les deux en même temps. Et l'examen des processus contractuels a été amorcé dans notre cas-ci qui nous concerne pour le programme CASA, donc l'examen de CASA. L'examen des processus contractuels a été amorcé à la lumière des préoccupations soulevées dans le rapport du vérificateur général qui vous a été présenté hier. Ces constats-là ont servi de point de départ pour nos travaux, c'est-à-dire qu'ils ont servi de point de départ pour cibler certaines pratiques que vous voyez à l'écran dans le processus de gestion contractuelle. Et on va examiner, en fait, en profondeur certains de ces éléments-là, en fait, mais on part bien sûr des travaux qui ont été faits par le vérificateur général, ces éléments-là préoccupants, ces constats qu'il a faits, et à laquelle, en fait, en cours d'information ou en cours d'examen, il y en a certains qui vont, au tout départ, qui ne nous semblaient pas... qui n'ont pas été apportés à notre attention, qu'on n'a pas remarqué. Fait que c'est évolutif. Ou ce que je veux en venir, en fait, c'est que c'est évolutif au cours de notre examen d'en ajouter lorsqu'on s'aperçoit que c'est le cas, qu'il peut y avoir des manquements potentiels. Moi, j'ai une question pour vous, juste Allez-y, monsieur le commissaire. Quand je regarde les étapes, OK, je comprends que le contrat cadre est toujours en cours. Vous l'avez d'ailleurs suspendu et bon, oui. etc. Mais quand vous êtes dans la définition des besoins, planification de l'accusation, processus d'octroi de contrat, bien évidemment, le contrat a été octroyé en 2017, l'AMP n'existait pas. Les dispositions législatives vous permettent de vérifier ça pareil, même si vous n'existiez pas? Oui, tout à fait. Puisque le contrat est en cours d'exécution, l'Autorité des marchés publics, là, depuis 5 ans maintenant, à ce moment-là, c'est possible pour nous de vérifier les processus de gestion contractuelle. C'est parfait. Merci de la précision. Merci. Autre chose à ajouter, Mme Lortie? C'est tout. Je vous remercie énormément pour votre présentation. On va maintenant céder le micro à votre collègue, M. Chouinard. On vous a présenté hier, mais peut-être nous rappeler d'abord vos fonctions avant de nous présenter. On va regarder davantage le volet intégrité de l'examen de l'AMP. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro, M. Chouinard. Oui, donc je suis enquêteur expert à la direction de la vérification de l'intégrité. Donc, effectivement, jusqu'à présent, on a parlé des éléments qui visent l'examen contractuel et les pouvoirs en matière de conformité qui visent la Société de l'assurance automobile. Par contre, le volet intégrité que je vais vous présenter vise les entreprises qui sont en relation contractuelle avec un organisme public, dans le cas présent, avec des contrats qui ont été octroyés dans le cadre du programme CASA. Donc, le rôle de l'Autorité des marchés publics en matière d'intégrité est de s'assurer que les entreprises qui détiennent des contrats publics ou qui veulent en obtenir détiennent l'intégrité requise que le public est en droit de s'attendre d'une partie à un contrat public ou à un sous-contrat public. Pour que les entreprises puissent faire l'objet de vérification d'intégrité, donc elles doivent soit détenir une autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public, soit être en demande d'autorisation ou bien détenir un contrat public ou un sous-contrat public qui est en cours d'exécution.
Les autorisations de contracter ou sous-contracter avec des organismes publics sont nécessaires pour toute entreprise qui désire obtenir un contrat de service d'une valeur de plus d'1 million de dollars ou bien de 5 millions de dollars en matière de contrat de construction. Finalement, toute entreprise qui détient une autorisation de contracter figure au registre des entreprises autorisées qui est accessible via le site Web de l'Autorité des marchés publics. La loi sur les contrats des organismes publics ne définit pas la notion d'intégrité. Donc, c'est une notion qui est en constante évolution, puis l'Autorité des marchés publics l'interprète de façon élargie. Il faut comprendre qu'il y a un éventail très vaste des éléments qui peut affecter l'intégrité d'une entreprise. La loi prévoit certains éléments, par exemple le fait qu'une entreprise ou un dirigeant aurait éludé ou tenté d'éluder l'observation de la loi dans le cadre de ses affaires de façon répétitive. Par exemple aussi le fait qu'une entreprise serait le prénom ou la continuité d'une entreprise qui ne peut obtenir une autorisation de contracter. Par exemple, si cette entreprise figure sur le registre des entreprises non admissibles. Comme je dis, l'éventail est très vaste de tout ce qui peut affecter l'intégrité d'une entreprise. Par contre, dans le cadre des examens qu'on mène, on s'intéresse autant aux éléments qui sont dans la sphère publique, par exemple dans le cadre d'un contrat octroyé dans le cadre du programme CASA ou tout autre contrat public obtenu au Québec, mais aussi dans toutes les sphères privées de l'entreprise et des dirigeants, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. Il faut comprendre aussi que les examens d'intégrité visent bien sûr les entreprises, mais aussi les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires de ces entreprises. Dans le cadre des examens qu'on mène, on utilise généralement 4 pouvoirs. Ces pouvoirs-là ne sont pas exclusifs aux examens qui sont menés dans le cadre du programme CASA, mais c'est vraiment des pouvoirs qui sont utilisés dans généralement tous les examens d'intégrité qui sont menés. Le premier pouvoir est de transmettre à l'entreprise une demande de documents ou de renseignements afin qu'on puisse obtenir requérir des documents pour s'assurer de son intégrité. C'est un pouvoir de contrainte. Donc, l'entreprise est obligée de répondre à est obligée de transmettre des renseignements qui sont demandés. Sinon, son autorisation qu'elle détient pourrait être suspendue. Ou si l'entreprise est en demande d'autorisation, donc cette demande pourrait être annulée. Le fait que l'entreprise, par exemple, son autorisation serait suspendue, les conséquences seraient que l'entreprise pourrait poursuivre l'exécution de ses contrats qui sont en cours, mais ne pourrait plus soumissionner sur des contrats dont l'autorisation est requise pour soumissionner dessus. Je rappelle aussi que l'autorisation est nécessaire au moment du dépôt de la soumission de l'entreprise et non à être obtenue dans le cadre de l'exécution du contrat. Finalement, le deuxième pouvoir est aussi de transmettre des demandes de renseignements ou des demandes de production de renseignements ou documents à tout tiers concerné. C'est un pouvoir de contrainte qui est utilisé pour tout individu ou entité qui a été lié ou qui est lié ou qui a été lié directement ou indirectement par contrat à l'entreprise qui est visée par les examens. C'est un pouvoir aussi qui prévoit une levée de restrictions de toute communication prévue par une loi ou toute entente de confidentialité, sauf en ce qui concerne le secret professionnel d'un avocat ou d'un notaire. Puis finalement, ce pouvoir-là prévoit aussi une protection par le fait que les individus ou les entités pour lesquels nous requérons des documents n'encourent aucune responsabilité civile dans le cadre de poursuites éventuelles. Le troisième pouvoir qu'on utilise est un peu similaire à ce que ma collègue a présenté un peu plus tôt en matière de conformité, c'est de visiter directement les lieux de l'entreprise. Donc, pour aller requérir des témoignages de toute personne qui se trouve sur les lieux au moment de la visite, ou aussi pour aller récupérer des documents, que ce soit de nature physique ou de nature informatique. On pense entre autres, par exemple, à des documents comptables, des communications, des livres de minutes. La liste est très longue, mais on peut aller requérir tout élément qui se trouve sur place qui permet de vérifier l'intégrité de l'entreprise. Finalement, le dernier pouvoir qu'on utilise généralement est de transmettre des demandes de production de documents ou renseignements aux différents organismes publics. Il faut comprendre aussi que les entreprises qui détiennent des contrats publics en détiennent généralement avec plusieurs organismes publics. Donc, il peut y avoir des éléments qui peuvent nous intéresser dans le cadre de l'exécution de ces contrats-là et aussi dans le cadre des missions qui sont appliquées par les différents organismes publics ou municipaux au Québec.
Je ne veux pas devancer, là, mais je veux juste être certain que ça soit bien compris. C'est-à-dire que vos pouvoirs d'inspection, vos pouvoirs d'ordonnance de communication, de renseignement, etc., à l'égard des entreprises, ceux qui ont des contrats avec des organismes publics ou des ministères, ça se fait lorsqu'il y a une demande d'autorisation? En fait, les pouvoirs de vérification peuvent se faire pour toute entreprise qui détient une autorisation de contracter, qui est en demande d'autorisation de contracter ou qui exécute un contrat public qui est en cours d'exécution. Puis ça, c'est quoi? Est-ce que l'AMP fait de vigie à ce moment-là? Bien, en fait, on peut obtenir des renseignements qui nous permettraient de douter de l'intégrité d'une entreprise. Dès le départ, un avis est transmis à l'entreprise pour l'aviser des éléments qui peuvent affecter son intégrité. Puis, on procède à l'examen à ce moment-là. Exemple. Compagnie ABC a un contrat avec le ministère X. Compagnie ABC, vous recevez une communication à savoir qu'un des actionnaires ou un des dirigeants de l'entreprise, finalement, c'est un vrai non. Parce que la personne est reliée au crime organisé. Mon ancienne vie, mettons. Alors, pas que je faisais du crime organisé, là, mais je luttais contre le crime organisé. Je spécifie, là. Alors, c'est à ce moment-là que vous pourriez entreprendre une vérification de l'intégrité de l'entreprise? Effectivement. Donc, en premier lieu, on regarderait les règles d'assujettissement. Est-ce que c'est une entreprise qui est autorisée, qui est en demande d'autorisation ou qui a un contrat public qui est en cours d'exécution? Puis ensuite, effectivement, on mènerait l'examen. Donc, on informerait l'entreprise des éléments que nous détenons qui peut affecter l'intégrité, puis on procéderait aux vérifications. Il faut comprendre que l'examen est évolutif. On n'a pas informé l'entreprise des nouveaux éléments que nous identifions en cours d'examen. Mais je pense que ce qui est important d'établir ici, si vous me permettez, M. Chouinard, c'est que ce n'est pas parce que l'entreprise aurait déjà obtenu son autorisation qu'elle aurait déjà obtenu un contrat. Dans la mesure où ce contrat est en cours d'exécution, même depuis plusieurs années, si vous recevez une information, une communication, vous pouvez ouvrir une enquête en matière d'intégrité. Tout à fait. C'est ça. Fait. Donc, au terme de l'examen, il faut comprendre aussi qu'en matière d'intégrité, tout comme en matière de conformité, on doit respecter les règles d'équité procédurale. J'indiquais au départ que l'entreprise, dès le début, reçoit son avis d'examen d'intégrité pour l'informer qu'un examen est débuté, mais au terme de l'examen, donc l'entreprise va être avisée de tout élément que l'autorité du marché public va avoir identifié qui affecte son intégrité. L'entreprise est avisée au moyen d'un préavis. Donc, l'entreprise, à ce moment-là, a l'opportunité de transmettre des observations en réponse aux éléments que nous avons identifiés. Il faut comprendre que c'est à l'entreprise, à ce moment-là, de démontrer qu'elle a l'intégrité nécessaire pour continuer des contrats publics ou pour obtenir son autorisation de contracter. Donc, suite à la réception des observations en réponse au préavis, un examen est mené, pardon, pas un examen est mené, mais on va analyser à savoir s'il existe toujours des éléments qui affectent son intégrité ou si c'est toujours l'intégrité requise. Puis, si des éléments affectent encore son intégrité, une décision sera rendue. On parle d'une décision de mesure correctrice. Une décision de mesure correctrice, c'est qu'on impose, l'autorité du marché public imposerait des mesures pour pallier aux manquements d'intégrité qui ont été identifiés. Par contre, si aucune mesure ne peut pallier ces manquements-là, ce serait une décision qui entraînerait l'inscription de l'entreprise au registre des entreprises non admissibles pour une durée de 5 ans. Ce que ça entraîne, c'est que l'inscription au registre des entreprises non admissibles, dès que c'est fait, l'entreprise a un délai de 60 jours pour terminer l'exécution de ses contrats et ne peut plus obtenir ou soumissionner sur aucun contrat public ou sous-contrat public pour une durée de 5 ans. Les décisions ne sont pas publiques. C'est seulement l'effet des décisions d'inscription sur le RENA qui sont faites de façon publique parce que les entreprises qui sont inscrites, on les retrouve à travers le registre d'entreprises non admissibles. Mais après un délai de 5 ans, tout de même, si l'entreprise veut obtenir des contrats assujettis au seuil dont vous avez fait mention, ils doivent tout de même obtenir une demande d'autorisation à ce moment-là. En fait, une entreprise, lorsqu'elle sort du registre des entreprises non admissibles, pourrait obtenir des contrats qui sont en deçà des seuils pour lesquels l'autorisation est nécessaire. Par contre, si elle soumet une nouvelle demande d'autorisation pour avoir des contrats qui sont au-dessus des seuils, donc un examen pourrait être à nouveau entrepris.
Mais il faut comprendre que l'examen pourrait être entrepris dès le moment que l'entreprise obtient tout contrat public, que ce soit d'une valeur de 1 000 100 le seuil, peu importe le seuil du contrat ou du sous-contrat. Merci, M. Chouinard. Donc maintenant, peut-être de façon très générale, là, nous donner un aperçu de vos démarches en matière de conformité et d'intégrité. Donc, dès le début du mandat, l'Autorité des marchés publics a constitué une équipe d'enquêteurs qui a été affectée à temps complet pour procéder à l'examen contractuel de la Société de l'assurance automobile, puis pour mener des examens d'intégrité. Jusqu'à présent, nous avons recueilli des renseignements qui proviennent de diverses sources ouvertes, par exemple les données qui proviennent du système d'électronique d'appel d'offres du Québec, le SCAO, mais aussi de renseignements qui proviennent de divers autres organismes publics ou différents partenaires que nous avons. À ce jour, l'équipe d'enquêteurs, nous avons rencontré plus de 16 témoins. Nous avons fait plusieurs visites dans les locaux de la Société de l'assurance automobile. Nous avons aussi transmis plus de 17 demandes de production de renseignements ou documents à des organismes publics, à des partenaires, mais aussi à des témoins. Nous avons aussi reçu plus de 10 000 fichiers ou documents qui sont actuellement en cours d'analyse par l'équipe d'enquêteurs. Puis, plusieurs examens d'intégrité ont déjà été débutés et d'autres sont à venir. Il ne faut pas oublier que, oui, on parlait tout à l'heure du contre-cadre, mais il y a plusieurs entreprises qui sont assujetties au pouvoir de vérification par le fait qu'il y a eu une multitude de contrats qui ont été octroyés dans le cadre du programme CASA. Merci bien, M. Chouinard. Donc maintenant, M. le commissaire, on va céder la parole à M. Mario Vézina pour nous faire brièvement état des 2 ordonnances qui ont été rendues par l'AMP. M. Vézina, un peu comme M. Chouinard, si vous vouliez bien vous représenter ce matin. Est-ce qu'on va mettre la pièce? En fait, les 2 ordonnances ont préalablement été cotées sous 2P4, si je ne m'abuse. Peut-être que, oui, on pourrait... C'est possible de les afficher à l'écran parce qu'il faut bien comprendre. Peut-être pendant qu'on fait ça, M. Vézina, vous pourriez vous présenter, puis on va l'afficher à l'écran. D'accord. Alors, mon nom est Mario Vézina. Je suis chef de service à l'Autorité des marchés publics. Bien, alors, la première décision... Ça fait quoi un chef de service à l'autorité publique? Ça fait quoi un chef de service à l'autorité publique? Oui, c'est une personne qui est responsable d'un groupe d'enquêteurs, de coordonnateurs et d'enquêteurs, qui est là pour donner les paramètres d'exécution du travail, la planification du travail, le suivi du travail qui est effectué, puis faire du contrôle. Donc, et planifier les prochaines étapes également avec l'équipe d'enquête. Merci. Donc, nous voyons, Monsieur Vézina, à l'écran, la première décision, en fait, qui a été rendue par l'AMP, qui est en date. À quel moment vous avez rendu cette première décision? Le 10 avril 2025. 2025. Oui. Et pour rappel, en fait, peut-être simplement là, nous mentionner quels sont en vous collant au texte de la décision, quels ont été les constats préliminaires de l'AMP dans cette décision du 10 avril 2025? En somme, nous avons débuté notre travail le 24 février. 2 jours plus tard, un avis aux dirigeants était transmis au PDG de la SAC. Dans les jours, dans les semaines qui ont suivi, évidemment, nous avons rencontré des gens. Nous avons commencé à recueillir des documents. Pendant ce temps-là, on analysait également le travail, le rapport du VGQ. Et nous avons constaté dans ces semaines-là que la SAC poursuivait son développement technologique. Et puis, pour nous, ce qu'on constatait, c'est qu'au fur et à mesure des rencontres qu'on faisait, on ne voyait pas de mesures d'atténuation ou de contrôle. Donc, ce qui a, en bout de compte, en bout de piste, milité pour l'émission de la décision de suspendre les contrats reliés au programme CASA-SACLIC. Donc, c'est ce que nous avons fait le 10 avril. Bon. Et là, simplement pour rappel dans la chronologie, là,
On a présenté hier le rapport de la vérificatrice générale en date du 20 février 2025 qui émettait certaines recommandations à l'égard de la société. Vous nous dites que vous avez ouvert votre dossier 4 jours plus tard. Effectivement, oui. Et vous avez envoyé l'avis à l'organisme. Le 26 février. À la société, pardon, le 26 février. Oui. Et là, donc, l'ordonnance, vous la rendez combien de temps après l'ouverture de votre dossier? On parle d'environ 6 semaines. 6 semaines pendant laquelle vous constatez en bout de piste que la société n'avait pas, donc, apporté les mesures appropriées. Non, on ne constatait rien en ce sens-là, ce qui nous a amené à émettre, à suspendre les contrats. Bien. Alors, regardons maintenant l'ordonnance qui a été rendue par l'AMP. Oui. On va aller à la page 5 et 6 de la décision. Oui, bien, tel que c'est publié dans la décision, étant donné que nous avons constaté différents éléments, que nos constats viennent supporter ceux émis par la vérificatrice générale du Québec. Vu que nous constatons que la dépense de fonds publics continue, étant donné que nous constatons qu'il n'y a pas de mesure de contrôle, de suivi suffisante, donc l'AMP en est venu à la position de suspendre le contrat. Les contrats. Vous partez des constats de la VG, Oui. vous faites votre propre enquête / Oui. examen et vous arrivez à certains constats que la VG avait déjà. Oui. Effectivement, nous sommes à même de constater, de corroborer les constats du VGQ et on fait nos propres constats également. Donc, et on en arrive à la situation, au constat général où les deniers publics sont toujours dépensés et la lecture de la situation, pour nous, nous amène à suspendre les contrats. Et puis, dans un souci de protéger les deniers publics, nous avons pris cette avenue-là. Quand vous dites suspendre les contrats, on va établir clairement quel contrat vous suspendez dans votre ordonnance. Oui. Parce qu'on voit ici à l'écran, d'abord, peut-être le premier paragraphe de l'ordonnance, là, donc le paragraphe qui commence par « ordonne ». On voit ici 3 numéros de référence qui sont publiés au SEAO. Oui. Donc, peut-être nous expliquer là, de quel contrat il s'agit ici. Oui. En fait, les 3 premiers numéros sont liés au contrat cadre, donc l'étape A, l'étape B et l'étape C, qui est le contrat final avec l'Alliance. Qui nous a été présenté par Mme Lortie hier. Exactement. Et puis, les 2 derniers contrats sont les contrats que Mme Lortie vient tout juste de discuter, les contrats d'exécution sur demande, contrats de service professionnel. Donc, les 2 contrats qui avaient été publiés sur SAO le 21 juin 2024, respectivement de 110 millions et 75 millions de dollars. Effectivement. Et ces contrats-là nous démontraient qu'il y avait toujours des dépenses de deniers publics reliées au développement de CASA. Et puis, et que les mesures d'atténuation, on n'en voyait pas. Alors, c'est pour ça que nous avons suspendu les contrats. Le 10 avril 2025, donc, votre ordonnance de suspension, elle est valide pour combien de temps? Cette suspension-là, elle a une durée limitée. Elle était de 30 jours. Donc, c'est ce qui était prévu. Alors, la suspension du 10 avril se terminait un mois plus tard, 30 jours. Qui décide de la durée de la suspension, l'AMP ou la loi? Ça, là-dessus, c'est une décision juridique. Je ne peux pas vous dire qui décide de la durée. Je ne suis pas en mesure de vous répondre. Maintenant, je comprends qu'il y a également d'autres, puis peut-être qu'on peut passer à la page suivante, la page 6. Outre les ordonnances de suspension qui visaient donc le contrat cadre et les 2 autres contrats dont on vient de faire mention,
Il y a d'autres ordonnances également qui sont prononcées par l'AMP le 10 avril 2025. Bien, en fait, dans l'ordonnance, ce qu'on émet, le contrat est suspendu, mais on ordonne à la SAC de mettre en place des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance et de nous en faire rapport. C'est ce qu'on demande à la SAC. Donc, de prendre des moyens de bien contrôler l'exécution de ces contrats. On fait également état là, au dernier paragraphe qui commence par requiert un plan d'action de la société qui doit être remis à l'AMP. Effectivement, ça fait partie des choses que nous leur demandons, de nous soumettre des documents, un plan, pour démontrer qu'il y a un contrôle et un suivi des dépenses qui est fait. Monsieur Vézina, qu'est-ce qui se passe par la suite? Et là, je vous amène évidemment à l'ordonnance 2025-02. Oui. En fait, rapidement, après la décision de suspendre les contrats, il y a eu des échanges entre l'AMP et la direction de la Société d'assurance automobile. Et puis, il y a eu également des documents, des plans qui nous ont été soumis. Ceux-ci ont été analysés. Et puis, ce qui nous a permis de lever la suspension 14 jours plus tard, soit le 24 avril dernier. Donc, avant la fin du délai de 30 jours qu'on a vu tout à l'heure. Effectivement, avant la fin de la période de 30 jours prévue initialement. Nous avons, suite à ces échanges-là, suite aux documents reçus, pour nous, cela s'avérait satisfaisant et la décision fut prise de lever la suspension. Bon, M. Vézina, maintenant, qu'en est-il de l'examen, tant sur le volet conformité qu'intégrité de l'AMP, malgré là, donc, la levée de la suspension prononcée le 10 avril 2025? Bien, ce qui est important de mentionner, M. le commissaire, c'est bien que la levée de la suspension soit faite. L'AMP continue son travail de surveillance. La SAC est au courant parce qu'on a régulièrement encore des échanges avec eux. Donc, nous demeurons en surveillance de tous les contrats liés au développement informatique de la SAC. Et puis, comme c'est dans notre mission, comme pour l'ensemble des contrats publics, mais plus spécifiquement ici, nous demeurons en surveillance des contrats. Et puis, nous allons nous assurer que le contrôle est bel et bien effectué. Est-ce que je dois comprendre, M. Vézina, est-ce que la Commission doit comprendre que d'autres ordonnances ou d'autres recommandations pourraient être prononcées par l'autorité dans le futur? Absolument. Si nous constatons dans le futur des écarts ou des manquements, nous n'hésiterons pas à réintervenir. Nous l'avons fait une première fois, mais nous n'hésiterons pas à le refaire si, des fois, il y avait des éléments qui nous amenaient à poser des actions pour en venir à la suspension de contrat. Ça pourrait arriver. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter, M. Vézina, sur les ordonnances qui ont été rendues ou d'autres sujets d'intérêt? Bien, par rapport aux ordonnances, non. Par contre, je profite de l'occasion pour mentionner également que si des gens du public avaient des informations à nous transmettre, de le faire, de ne pas hésiter à nous contacter. Il y a différentes manières de rentrer en contact avec l'Autorité des marchés publics. Ça peut être par téléphone, par courrier, par courriel, via notre site Internet, un formulaire sécurisé qui est là. Donc, si les gens avaient des informations à nous transmettre, ne pas hésiter à le faire. Pendant qu'on est dans les dernières secondes, si on pouvait afficher à l'écran la dernière page de la présentation de l'AMP où on y voit justement vos coordonnées. Merci. Monsieur le commissaire. Ça complète. Alors, je tiens à vous remercier. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport... Ça va. C'est beau, on peut libérer les témoins. On va fonctionner de la même façon qu'hier, Monsieur le commissaire. C'est un peu ce que je posais comme question. Alors j'ai entendu le mot libéré, alors je me suis levé. Donc, effectivement, on va procéder de la même façon qu'hier, avec votre permission. Puis, on va prendre la pause. Donc, je comprends que je comprends que la SAC aimerait poser des questions aux témoins. Toujours sur des questions de précision, encore une fois. On a posé certains jalons sur lesquels on pense
que des éclairages doivent être communiqués à la commission. Alors, bref, je ne vous libère pas immédiatement. Parfait. Donc, suspension, compte tenu qu'il y a probablement des discussions, là, je ne mettrai pas d'heure, juste à me faire signe, à viser la greffière quand vous êtes prêts. Ça va? Merci bien. Merci. Veuillez vous lever, s'il vous plaît.